Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi pour un focus sur la livre sterling, puisque l'essentiel des statistiques ont été publiées. C'était la seule banque centrale aujourd'hui à s'exprimer. Un communiqué de presse sur lequel nous allons revenir, très court. En bref, on voit que ça soutient la livre sterling qui d'ailleurs était déjà soutenue depuis le début de la semaine. Il y avait un certain nombre d'opportunités. Hier, Euro GBP qui était sous résistance en début de semaine. Le GBP Yen qui tenait un niveau de support. GBP USD qui tente aujourd'hui de donner un signal. GBP CAD, GBP NZD toujours bien orienté. GBP AUD qui réagit bien aussi sur une ligne de tendance haussière. Bref, ce que je vais vous proposer, c'est un tour d'horizon en données 4 heures et peut-être plus de ces graphiques de la livre sterling. Alors pas seulement, je peux aussi répondre à d'autres questions sur d'autres actifs. Du côté du calendrier économique, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que le marché doit encore attendre l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Donc voilà, grosso modo, ça se jouera désormais demain avec le rapport NFP aux États-Unis. Avertissement légal, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD, comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Je vous laisse donc en prendre connaissance. Alors sous vos yeux pour commencer, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, c'est ce qu'on confirme. Le site de la Banque d'Angleterre. Bon, c'est pas de surprise, hein. Finalement, les banques centrales nous avaient plutôt habitués à des surprises. Ce que j'ai bien apprécié ici dans ce communiqué de presse de la BOE, c'est qu'il y a une partie un peu d'histoire qui est sympathique. Donc aujourd'hui, la Banque d'Angleterre explique qu'elle maintient son taux de refinancement à 0,5%, qu'elle maintient le montant monétaire de son programme de quantitative easing. Et puis en dessous, on a un peu d'histoire. Elle rappelle que la dernière fois qu'elle avait baissé ses taux, c'était en mars 2009. Donc ça commence à faire, ça fait 6 ans finalement, hein, que les taux d'intérêt sont stables. Et puis elle rappelle aussi la date de départ de ce programme d'achat d'actifs. La dernière fois qu'elle avait augmenté le programme d'achat d'actifs, c'était en 2012. Donc d'une certaine façon, la politique monétaire de la Banque d'Angleterre est stable depuis juillet 2012. Et le communiqué de presse, là en l'état, ne permet pas d'envisager quelles seront les perspectives. Mais attention, à la fin du communiqué de presse, met en avant le fait que la semaine prochaine sera publié le 12 février un rapport sur l'inflation en Grande-Bretagne. Et je pense que c'est ce rapport sur l'inflation qui est attendu le 12 février à 11h30 de Paris qui probablement permettra d'envisager la suite des événements. Donc il va falloir patienter d'ici le 12 février et concrètement cela fait donc 7 jours environ pour intervenir sur la livre sterling dans l'attente de ce rapport sur l'inflation au Royaume-Uni. Le GBP, tour d'horizon, en bref, je commence finalement par celle qui me plaise le plus, le GBP Yen. Je vous en ai énormément parlé en début de semaine. Je vous en ai refait l'histoire hier, il me semble, avec une fausse cassure des 176,25, une structure intraday en avalement haussier, une divergence haussière standard de momentum, cassure successive d'un certain nombre de lignes de tendance. L'objectif de cours était de rallier ici cette oblique de résistance en bleu. Les cours tentent désormais de la casser à la hausse, donc tentent de donner un signal d'achat. En l'état, on a une clôture H4 qui est sympathique et au fond, on peut d'ores et déjà considérer que le niveau des 179 est un niveau de support. Donc pourquoi pas utiliser le niveau de support à 179 yens pour se positionner en partant du principe donc qu'il s'agirait d'un pullback sur cette structure dont les cours tentent aujourd'hui de sortir par le haut. L'euro GBP, nous l'avons envisagé hier, c'était la stratégie de vente avec l'AUD-USD d'ailleurs. C'est aussi de l'analyse technique, hein. Il y avait une résistance, un support à 0,7595 qui avait été cassé le 22 janvier, suivi d'un pullback le 3 février. C'était donc avant-hier, le pullback. Et puis depuis, les cours évoluaient au sein d'un petit drapeau, en sont sortis par le bas. La cible envisagée se trouvait à 0,7434. Je pense toujours que nous pouvons viser cet objectif. Et puis à terme, je pense que ce support cédera. 0,7250, ça reste toujours la cible lors des prochaines semaines ici sur l'euro GBP. GBP AUD, GBP CAD, GBP NZD. Alors c'est beaucoup de stratégies haussières finalement. Ici sur la livre sterling. Je vais commencer par le GBP CAD. Alors, le GBP CAD, on vous en parle depuis cette journée, alors depuis assez longtemps, mais essentiellement depuis le 21 janvier, le jour où ce marché a cassé à la hausse la résistance des 1,44 sous fond de baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. C'est un signal d'achat de moyen terme. Depuis cette cassure des 1,84, on s'est apprécié d'environ 900 pips.
Un pullback a été réalisé hier aux alentours, ici sur ce support des 1,8756, c'était assez propre et d'ailleurs les cours avaient simplement construit une espèce de biseau ici, on voit en intraday, avec un signal positif qui a été donné hier, donc le 4 février. Que se passe-t-il depuis? On a fait une jambe de hausse, le marché forme un support à 1,9054. Le petit bémol que je mettrais, c'est que les cours du pétrole semblent avoir effectué un pullback sur la moyenne mobile à 20 jours et qu'ils rebondissent à court terme, ce qui peut finalement bénéficier au dollar canadien. Mais bon, au-delà de ça, et sans trop se prendre la tête, si vous me permettez l'expression, GBP4 au-dessus du support à 1,9050, c'est tout à fait attractif. GBP4, GBP-NZD, GBP-AUD. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur ces paires de devises? Eh bien, le GBP-NZD, c'est aussi assez attractif. Vous connaissez sur les graphiques de long terme l'importance du niveau des 2,10. Alors, c'est un niveau qui a déjà été testé à 2 reprises, le niveau des 2,10, qui a provoqué donc un rejet en mai 2012, qui a provoqué un rejet en septembre 2014. 1, 2, troisième tentative. La troisième tentative semble être celle qui sera celle du succès, en tout cas celle de la cassure haussière. Alors, pour l'instant, le signal n'est pas donné. Hier, le GBP-NZD a effectué un pullback sur 2,0352. Et là, ce qui fait en H4, ça me plaît finalement, puisqu'on a une jambe de hausse, une phase de transition latérale, et on en sort par le haut. Je pense désormais que vous pouvez mettre à profit un pullback sur 2,0660 pour prendre un long. 2,0660, stop sous 2,0550. Alors, ça va vite sur des paires comme ça, on fait rapidement 100 pips, donc il faut bien soigner le timing, ou l'exposition, la valeur, en nombre de contrats que vous envoyez sur le marché, parce que ça va très vite. En tout cas, GBP-NZD, rebond sur support hier, on donne un signal là sur le dernier chandelier H4 qui est la cassure des 2,0650, c'est désormais un niveau de support. Je pense que 2,0650, on peut l'utiliser si le marché fait une petite mèche basse pour viser 2,10 dans l'immédiat et donc envisager, le signal n'est pas donné, mais envisager cette année une cassure haussière des 2,10. Donc GBP-NZD c'est pas mal et c'est encore attractif sur le court terme. Le GBP-Yen, je pense que depuis le début de la semaine ce ne sont que des signaux d'achat qui d'ailleurs ça a commencé par un piège baissier. Alors c'est pas étonnant. Lorsqu'on fait un piège baissier, on a souvent un violent contre-pied en sens inverse. Et c'est ce que vous avez eu ici sur le GBP Yen depuis les 176. Et je pense que la cassure des 179 est un nouveau signal d'achat. Et donc, je pense que nous pouvons viser 181 yens. Il y a une cible aussi intermédiaire ici à 180.30. Voilà, donc si le marché fait un pullback sur 179, allez, 178,95, c'est un pullback, c'est parfait pour adopter une vue de marché haussière. Alors réfléchissons, laquelle j'ai pu oublier, et le GBP USD bien sûr, peut-être que ça vous intéresse. Alors le GBP USD et donc après l'euro dollar finalement. Le GBP USD, il a tenu les 1,50, c'était une zone du support importante. Par le passé, on avait fait des excès baissiers à 1,48, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'excès baissier à 1,48. Il y a eu un pré-signal d'achat qui a été donné hier, ici, lorsque les cours ont cassé les 1,52 et sont sortis par le haut de ce canal de baisse à faible pente. Aujourd'hui, suite, et déjà d'ailleurs un peu en amont de la Banque d'Angleterre, et les cours tentent de briser une ligne de tendance baissière en place depuis juillet 2014 et s'attaquent à une moyenne mobile ici qui a son importance. C'est cette moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. En tout cas, elle me plaît puisqu'elle capait bien les tentatives d'accélération des cours depuis septembre 2014. Alors, il y a une tentative de signal ici. Il y a un ultime niveau à franchir et vraiment on pourra y voir clair. Le GBP USD a ouvert un gap baissier au début du mois de janvier, ici à 1,5320. Et j'ai le sentiment que ça va passer. Je pense que ça va passer et finalement on peut même désormais considérer que sur le GBP USD les 1,5250 sont un niveau de support. Et d'une certaine façon si le GBP Yen fait un pullback sur 179 c'est attractif. Si le GBP USD fait un pullback sur 1,5250 c'est attractif aussi. Tout comme le GBP NZD sur 2,0660. Donc voilà, c'est un peu les niveaux que je vous donne de tête, mais je trouve que là on a une vision assez claire du GBP. Le communiqué de presse lui n'apporte pas réellement de nouveautés, donc justement, tant mieux, tant mieux. Le marché va probablement spéculer en attendant le rapport sur l'inflation le 12 février prochain.
Alors voilà, il y a clairement là un momentum qui est positif sur la livre sterling et a priori, selon notre SSI, il y a une majorité, une part grandissante de vendeurs parmi les traders particuliers. Donc généralement c'est ce qui entretient aussi ici ce mouvement de hausse. Donc je pense qu'on a un nouveau support à 1,5250 mais qu'il va falloir réellement franchir 1,5320. Ce serait vraiment idéal, hein, une cassure D1 des 1,5320 pour envisager là vraiment derrière quelque chose d'un peu plus fort. Si j'essaye de déterminer d'ailleurs ce que pourrait être un objectif théorique, je vais utiliser. Alors, on a des résistances chartistes horizontales qui sont là, on a notamment les 1,55, mais je vais attraper la hauteur totale de ce canal au sein duquel les cours avaient évolué avant d'en sortir par le haut hier à la cassure des 1,52, que je vais reporter au point de cassure, et on retrouve 1,5480. Donc ouais, je pense que, en tout cas c'est la vue de marché que j'adopte, qu'au-dessus maintenant des 1,5250, viser 1,5480, 1,55, ça me paraît plutôt pas mal ici sur le GBP USD. L'euro dollar. GBP AUD, pardon. GBP AUD. Où est-ce cache-t-il? Il est là. Alors GBP AUD, c'est peut-être, même si on tient toujours la ligne de tendance haussière, même si je vous en ai beaucoup parlé hier lorsqu'on était sur support à 1,9330, elle me plaît un peu moins. Elle est haussière, il n'y a pas de photo, elle est haussière depuis que le marché réalisait une cassure haussière des 1,93 et donc évolue sur des sommets depuis de 6 années. Mais elle m'intéressait la semaine dernière, le GBP AUD, mais là voilà, j'ai une préférence pour GBP Yen, GBP NZD, GBP CAD. Mais bon, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance, et disons que tant qu'on se maintient désormais sur le court terme au-dessus de ce niveau des 1,80-4,90, elle peut continuer de progresser. Mais bon, il y a, je pense, plus sympathique ici parmi ces paires donc en livres sterling. Et au fond, GBP Yen, franchement, je pense que là on a un signal pour viser ces 180,70. GBP CAD, ce qui me gêne, voilà, c'est les cours du brut. Je vais vous montrer ce qu'ont fait finalement les cours du brut US. Hein. Les cours du pétrole ont été capés pendant plusieurs mois par la moyenne mobile à 20 jours. Ils l'ont franchi à la hausse, ils ont effectué un pullback. Et c'est notamment visible aussi sur le Brent. Donc il y a, je pense, une capacité de voir les cours du brut reprendre le rebond technique. C'est pourquoi je préfère GBP NZD à GBP CAD ou GBP Yen à GBP AUD ou GBP USD. D'ailleurs, l'euro dollar. Alors, l'euro dollar. L'euro dollar, moi je suis arrivé ce matin, j'ai ouvert mon chart et je me suis dit c'est un pullback. Un pullback sur une ligne de tendance baissière qui existait depuis le 16 décembre ici, depuis la 1,25. Donc depuis ce matin c'est un pullback. Sauf que voilà, on a cette compression maintenant, je pense, délimitée par la MM20. Et pour vraiment avoir davantage d'avancée et viser disons 1,1650, il faut franchir la MM20. Donc ce matin on pouvait envisager une stratégie haussière au-dessus des 1,13 parce que c'était, y avait un bon timing. On a ensuite franchi les 1,1380, 10, c'est 1,1380, c'était un nouveau signal. Mais là on est à 1,1432. On a pris 130 pips depuis ce matin. J'ai envie de dire, on est dans le mouvement ou on n'y est pas. Je serais pas surpris qu'on revienne tester la moyenne mobile à 20 jours, mais elle est 50 pips au-dessus. On en a déjà fait 130. Donc là malheureusement c'était vraiment le trade de la matinée. Je ne peux qu'en assurer le suivi. Voilà. Par contre je pense qu'il y a des choses encore intéressantes à faire sur le GBP. Et voilà, vous avez le niveau des 179 sur le GBP Yen. Celui-là franchement me plaît. Ou le niveau des 2,0660 sur le GBP NZD. Mais bon, j'avoue que j'aime bien le GBP Yen. Je l'aime bien depuis le début de la semaine. Alors, les autres paires majeures en dollars. Vous avez sous les yeux notre indice FXM Dow Jones Dollar Index. Le dollar test
précisément la ligne de tendance haussière en place depuis le mois d'octobre dernier. Y aura-t-il aujourd'hui un signal de trading? Je ne pense pas. C'est une ligne de tendance qui sera probablement mise à rude épreuve demain avec le rapport NFP. En réalité, le dollar US fait un range de manière générale depuis la semaine dernière, sous ses sommets de 2009 et au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Ça va jouer demain en fait. Ça va clairement se jouer demain. C'est pourquoi lorsque je regarde l'euro-dollar, je vois davantage un range aussi entre 1,13 et la MM20. Tout comme je vois sur l'US dollar index un range entre 11 746, 11 750 si vous voulez, c'est la ligne de tendance, et les sommets de 2009. Donc aujourd'hui, les mouvements étaient et sont encore du côté de la livre sterling. Et sans surprise, c'est parce que c'était aujourd'hui une banque centrale qui s'exprimait. Donc autant aller là où il y a du mouvement et des signaux techniques. Ce matin, éventuellement sur l'eurodoll, aujourd'hui, et notamment cet après-midi sur certaines paires contenant le GBP en devise principale. Ensuite, les autres paires de devises, USD4, je n'y verrai pas grand chose à faire, elle corrige sur le court terme, il y a probablement aussi voilà, il y a le rebond du pétrole, là il y a plus vraiment, hier on testait un support, là j'ai l'impression qu'on retombe dessus. Alors est-ce qu'on est en train de faire en H4 une épaule tête épaule? J'en sais rien du tout pour l'instant. Donc voilà, aujourd'hui je pense pas qu'il y ait d'intérêt sur l'USD CAD. L'USD Yen me plaît toujours au-dessus des 117 sur le court terme. Mais en fait l'USD Yen est dans un range depuis le 21 janvier. Il est dans un range encore plus vaste depuis le début du mois de décembre dernier. Donc finalement je devrais m'enregistrer chaque jour et repasser le même couplet sur l'USD Yen. Ça n'a pas changé. C'est une paire en yen aussi, et aujourd'hui de toutes les paires en yen, la plus intéressante c'est le GBP yen. Donc j'en reviens à la livre sterling, c'est le mouvement du jour, et c'est pourquoi je me concentre dessus. Ensuite, l'AUD-USD et le NZD-USD. Alors, l'AUD-USD, il est toujours sous sa résistance à 0,7850. Et puis là on est en train de, je sais pas vraiment ce qu'on fait, on construit aussi un petit trading range entre 0,7720, 0,7850, on est en plein milieu. Bon, je pense pas non plus que là il y ait une opportunité de trading dans l'immédiat. Le NZD-USD, lui c'est plus ou moins la même chose, je pense pas aujourd'hui qu'il y ait un attrait particulier sur cette paire de devises. Alors, bon, des paires de devises sur cet horizon de temps 4 heures, j'en ai plein, vous pouvez les compter, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, une bonne, au moins 25 charts. Donc si vous avez des questions sur d'autres paires de devises, laissez-les traîner dans la file commentaire. Voilà, sinon je ne les évoquerai pas. Le CAC 40 et les indices boursiers européens se sont stabilisés depuis le 26 janvier. Alors c'est plutôt pas mal parce que il y a eu des petits trous d'air sur les marchés actions US en fin de semaine et en début de semaine et qui n'ont pas impacté les actions européennes. Bon, vous connaissez le thème, c'est le thème pour de nombreuses raisons évoquées, notamment dans certains articles sur notre site. Il y a un meilleur comportement relatif des actions européennes, elles sont recherchées, notamment les valeurs les plus cycliques. Et le CAC, s'il n'y avait pas du secteur bancaire dans le CAC, il ferait déjà des nouveaux sommets. Aujourd'hui, il est ralenti par le secteur bancaire, qui pèse un certain poids. Je voyais BNP qui perdait 4%, etc. Mais au final, c'est plutôt sain ce que font les marchés actions européens. Ils font des ranges pour consolider la hausse qui a commencé mi-décembre. Rappelez-vous, le fameux rallye de fin d'année qui s'est prolongé les 3 premières semaines de janvier. Et maintenant, on est dans des ranges. Voilà, j'ai toujours pensé qu'on pouvait dériver à plat en attendant les moyennes mobiles à 20 jours. Notamment parce que le DAX avait atteint une extension de Fibonacci importante à 10 959 points. Là aussi, je pense que le marché patiente en attendant des indicateurs de tendance de court terme, notamment cette moyenne mobile simple à 20 jours. Alors, tout de suite, est-ce que le DAX est dans un petit drapeau? Franchement, il y a l'esprit de chartiste, mais on a quand même un écart encore important à certaines moyennes mobiles. Dans l'esprit, il peut y avoir des diffs. Enfin, au niveau actuel des prix, j'ai pas forcément envie de mettre en avant un drapeau sous les 11 000 points parce que c'est trop bullish en fait comme anticipation. Par contre, si jamais on revient sur support à 10 548, c'est stratégie d'achat.
Ce sera juste parfait. C'est une ancienne extension de Fibonacci, 10 548. Il y a la MM20. Voilà, moi je vais patienter que ces marchés actions européens reviennent sur des supports assez costauds pour envisager des stratégies. Donc pour le moment, et comme depuis le début de la semaine, en consolidation. Ça, ce sont donc pour les marchés actions européens. Et vous avez exactement le même type d'approche, et c'est encore plus propre sur l'Eurostoxx 50. Lui, il fait un espèce de rectangle au-dessus des 3300 points. Et je pense qu'il y a tout à fait la possibilité de revenir tester 3320, la MM20 qui est ici. Donc voilà, il est probablement trop tôt là pour se positionner à nouveau dans le cadre d'une stratégie de trading. Et j'invite toujours à attendre les supports que je viens de mentionner et la moyenne mobile à 20 jours qui me plaît, qui est plutôt sympathique. Sur les marchés actions US, un seul indice m'intéresse depuis 3 semaines, c'est le Nasdaq 100, vous le savez. Mais à peu de choses près, on a des configurations similaires sur les autres marchés. Bon, je vous en refais la petite histoire. On a fait une jambe de hausse entre le 16 octobre et le début décembre. Depuis finalement le début du mois de décembre, les marchés actions US sont dans des ranges. Ils baissent pas pour autant, mais ils sont dans des ranges parce qu'ils avaient déjà bien performé. Et pour le moment, on n'est pas sorti de ces ranges. Donc, ils sont attractifs lorsqu'ils reviennent dans la partie basse de ces figures en range. C'était le cas en début de semaine, lorsque le Dow Jones est revenu à 17 000 points, lorsque le SP500 était à 1970 ou le Nasdaq à 4080. Ils étaient dans la partie basse des trading ranges et donc à ce moment-là, on pouvait envisager une stratégie positive. Depuis, ces marchés ont bien rebondi, ils ont peut-être fait 2 tiers du chemin. Donc voilà, pour l'instant je ne peux qu'en assurer le suivi. Les métaux précieux consolident depuis le 23 janvier et pour le moment ne sont pas sortis de cette consolidation. Alors un focus immédiat sur l'once d'or parce que la compression se réduit. La compression de l'once d'or elle est comprise entre le support à 1255 $ et une ligne de tendance ici en place depuis le 22 janvier lorsque les cours ont testé 1307 $. 1307 $, c'est un seuil décisif. Alors décisif pourquoi? Parce qu'il faut le voir comme une frontière graphique entre soit un scénario finalement retombé sur les plus bas, soit un scénario vraiment bullish pour l'année 2015. C'est plutôt bien parti, puis en janvier on a fait un beau mois sur les métaux précieux, il y a eu un arbitrage très favorable aux métaux précieux, qui se sont appréciés de 5% environ, et finalement là ils consolident à plat. Donc c'est plutôt pas mal. Ça ressemble presque même aux indices européens. Hein. On a fait une jambe de hausse et maintenant on fait une consolidation à plat. Je pense toujours que 1255 $ est un niveau de support. Ça commence à faire beaucoup de tests. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir franchir une résistance. Et sinon, il y aura un risque de cassure. Mais bon, tant que 1255 $ tient sur l'or, je trouve que c'est attractif pour une stratégie haussière protégée bien par un stop sous les 1250, hein, cette espèce de mèche qu'on a fait ici le 29 janvier. Alors, écoutez, voilà, hein, concrètement, c'est plus ou moins les actifs sur lesquels je souhaitais revenir. Donc, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors visiteur, qu'appelez-vous une valeur cyclique? Alors une valeur cyclique, c'est une valeur dont l'activité, disons le chiffre d'affaires, va être liée à l'activité économique réelle. Donc je ne sais pas, disons à la consommation des ménages au niveau général de l'activité. Il y a certains secteurs, certaines entreprises qui évoluent dans certains secteurs d'activité, typiquement je ne sais pas moi, la pharmacie. Peu importe le niveau de la croissance économique. La pharmacie, la commercialisation de médicaments, c'est lié à des éléments de santé qui ne concernent pas l'activité économique générale. La télécommunication, c'est encore différent. Non, ce que j'appelle un secteur cyclique, c'est un secteur qui va être directement lié, disons, à la consommation courante. À la consommation de biens d'équipement, par exemple. Le secteur automobile, c'est un secteur cyclique, le secteur automobile. Typiquement. C'est tout ce qui est compartiment des matières premières. Le secteur bancaire, c'est à part. Alors, question d'idem sur le Bund. Ai-je un avis sur le Bund? Alors, ce que j'observe, c'est que les rendements obligataires ont tendance à remonter depuis le début du mois de février, mais légèrement.
Il y a eu une légère tension sur les rendements obligataires au sein de la zone euro, peut-être liée à peut-être des prises de bénéfices ou à l'envolée des rendements obligataires en Grèce. Il y a eu des craintes, des craintes sur le secteur bancaire, des craintes, des questions par rapport au traitement futur que réservera la Banque Centrale Européenne à certaines dettes. Je pense que sur le Bund, c'est juste une consolidation qu'il faut chercher à se positionner. Je pense qu'il existe un niveau de support à 157,83. Alors il faudrait quand même que j'ai... Moi clairement cette année je pense que le rendement de ce contrat tendra vers 0,10, 0,15, enfin même tendra à 0 quoi si vous voulez. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur le Bund. Un graphique intraday ne sera pas forcément très utile, mais l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser les toutes premières lignes de tendance pour se placer. Alors, on a cette ligne de tendance ici en données journalières. Pour savoir où va le rendement du Bund ou le rendement de l'OAT, regardez les rendements japonais, ce sera la même chose. On va faire exactement pareil. Donc je pense que sur le Bund, il y a un bon support à 157,80. 157,80 pour une prise de position haussière, c'est plutôt attractif. Voilà. Donc ça peut encore légèrement consolider. Alors non, visiteur, pour répondre à votre question, non. Enfin, question d'Eric, quel peut être l'impact sur les marchés des événements en Ukraine? Alors, donc, en fait, cet après-midi, c'est un point de marché vraiment réservé à l'analyse technique intraday. Donc voilà, je n'aborderai pas tous ces événements géopolitiques. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif à ce point de marché. J'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie. Vous avez ici même à 18 h tout à l'heure un webinaire. Et enfin, prenez date, lundi prochain à 18 h, toujours ici un webinaire sur les nouveautés liées à la mise à jour de la plateforme. Donc ça c'est très important, on vous fera une présentation détaillée de toutes les nouveautés. Et vous allez voir, elles sont nombreuses, donc concernant la plateforme Trading Station 2 de FXCM. Voilà, merci à toutes et à tous. N'oubliez pas demain, émission spéciale à 14 h 15 pour la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis, le rapport NFP. Nous vous espérons nombreuses et nombreux. Merci.